Du coup, lancer cette agora. Je m'appelle Nadia Gentier, je suis responsable de la stratégie à Osiris Santé et c'est moi qui vais animer cette table ronde sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui, agir pour l'expérience patient grâce à l'intelligence collective et au design thinking, donc proposé par Osiris Santé, et dans lesquels on entendra des retours d'expérience côté Hospice Civil de Lyon et puis Institut Mutualiste Tout le monde sourit. Avant de débuter, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table de nos intervenants, synthétique, mais c'est Aziz qui a le micro, donc on n'est pas trop sûr. Je vous laisse commencer le tour de table, Aziz. Aziz Aberkan, patient partenaire aux Hospices Civils de Lyon, mais aussi représentant d'usagers. Fitsum Gebrexiaber, je suis néphrologue, chef de pôle de médecine et puis présidente de la commission qualité des Hospices Civils de Lyon. Nathalie Baz, je suis directeur recherche clinique, qualité, gestion des risques, relations avec les usagers à l'Institut Mutualiste Montsouris. Et Briagel Talabar, chargée de projet en politique de santé publique et formatrice chez Osiris Santé. Merci à tous les quatre, merci d'être là et puis à vous aussi dans l'Agora. Pour vous expliquer un petit peu ce qui va nous intéresser aujourd'hui et la thématique qui est la nôtre, la question principale qu'on va se poser, c'est comment mobiliser l'intelligence collective et les méthodes du design pour agir sur l'expérience patient. Et donc en quoi ces méthodes permettent de prendre en compte et d'améliorer l'expérience patient, en quoi elles sont des leviers d'action pour engager les professionnels et pour renforcer le pouvoir d'agir des patients, et puis en quoi elles accompagnent le développement d'une culture du partenariat patient et le changement de pratique. Pour répondre à ces questions du coup avec nos quatre intervenants, Aziz et Fitsum témoigneront d'un projet d'amélioration du parcours maladie rénale chronique, stade 4 et 5 spécifiquement, qu'on a mené ensemble aux Hospices Civils de Lyon. Et donc vous nous apporterez votre expérience en tant que membre du comité de pilotage de ce projet. Nathalie, de votre côté, vous nous apporterez votre expérience quant au déploiement de l'expérience patient à l'Institut Mutualiste Montsouris et notamment vis-à-vis de formation-action qu'on a pu mener ensemble et donc avec votre vision de pilote et de commanditaire de tous ces sujets-là. Et puis Briagel, de ton côté, tu seras le lien entre trois puisque tu es à la fois la chargée de projet du projet qu'on a mené avec Aziz et Fitsum et puis formatrice notamment à l'IMM. Si on souhaitait aujourd'hui vous réunir sur cette thématique, quelle l'expérience patient, l'intelligence collective et le design, c'est parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Osiris Santé. Osiris Santé, pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai quelques têtes connues, mais pas tout le monde, c'est une agence d'innovation sociale qui a pour raison d'être de participer à l'humanisation de notre système de santé. Et ça en adoptant le regard, l'expérience des patients, des professionnels de santé et des aidants. Et donc concrètement, notre métier au quotidien, c'est de pouvoir accompagner la création de parcours de santé, de services, de modèles organisationnels et de stratégies en co-construisant toutes ces solutions avec les usagers. Et donc c'est quelque chose qu'on fait depuis 8 ans maintenant, avec l'usage des méthodes du design, mais aussi de santé publique, comme le disait Briagel, qui est chargé de projet en politique de santé et santé publique. Concrètement, on a 4 grandes missions à Osiris. La première, c'est de pouvoir analyser des besoins et d'optimiser des parcours patients. On en parlera avec les Hospices Civils de Lyon. La deuxième, c'est de pouvoir concevoir et designer des solutions. Alors, aux solutions, ça peut être très large, ça peut être des carnets d'informations sur des maladies rares, ça peut être de nouveaux espaces, ça peut être des vidéos vie ma vie de patient, de nouveaux modèles organisationnels. Et donc là, on vous l'expliquera notamment au travers du projet mené avec Aziz et Fitsum, mais c'est aussi des méthodes qu'on applique dans le médico-social, auprès de laboratoires pharmaceutiques, auprès de territoires. C'est une méthode qui est duplicable et donc qui peut s'adapter à tout à chacun. Et puis enfin, on a une troisième mission qui est celle de pouvoir engager des écosystèmes, d'animer des boards de patients, d'experts pour pouvoir identifier des opportunités d'action communes. Et puis enfin, la quatrième mission qu'on se donne, qui est celle de réaliser des formations-actions dont on parlera plus spécifiquement avec Nathalie.
Concrètement, je vous ai beaucoup parlé de design. Simplement, avant de laisser la parole à nos intervenants, pour vous l'expliquer en quelques mots, le design thinking, c'est une méthode qui existe depuis très longtemps, je dirais à peu près les années 70, qui a fait ses preuves dans plein de domaines et qu'aujourd'hui on applique au domaine de la santé. Concrètement, si je la synthétise, elle s'explique en 3 grandes phases que vous voyez ici, que sont l'analyse des besoins, la deuxième phase de conception de solutions, et puis la troisième phase de prototypage, de test et de mise en œuvre de solutions. Et donc c'est par ces étapes qu'on est passé dans les projets, et puis c'est à ces étapes que l'on forme les professionnels, notamment à l'Institut Mutualiste Montsouris. Et donc aujourd'hui, on a mené à peu près une 40aine de projets, et puis on va vous faire le retour d'expérience de l'un d'entre eux. Pour débuter ça, je vais laisser la parole du coup à Briagel. Merci Aziz pour le micro, si généreusement partagé, je sais que ça te coûte. Briagel, peut-être que tu nous expliquer en quelques mots quel est le projet qu'on a mené avec Aziz et Fitoum, et puis nous partagerons ensuite leur retour d'expérience avec ces méthodes. Bien sûr, merci Nadège. Je vais vous présenter maintenant le projet qu'on a mené avec les HL sur plusieurs mois et qu'on a livré très récemment. La porte d'entrée de ce projet, c'était de pouvoir travailler sur le parcours de la maladie rénale chronique, qu'on va appeler MRC par simplification de langage, spécifiquement sur les stades 4-5, parce que ce sont des stades décisifs dans le parcours avec des décisions importantes, tant côté patient que côté professionnel de santé. Et l'objectif était d'une part de pouvoir améliorer le parcours patient, d'autre part de pouvoir améliorer les expériences vécues par les patients, leurs aidants et les professionnels de santé, et puis également de pouvoir optimiser le modèle organisationnel. Donc un triptyque d'objectifs pour lequel on a fait ce projet. Je vais tout de suite vous inviter à voir les résultats. Qu'est-ce qu'on a livré justement pour le service néphrologie de l'hôpital Édouard Herriot des HCL? On a livré 2 solutions. Une première solution qui est plus de type organisationnel, et une deuxième solution qui est plus de type matériel, et on rentrera dans les détails dans un instant. Mais ces 2 solutions viennent de manière transverse améliorer le parcours de la maladie rénale chronique, puisqu'elles viennent fluidifier le parcours patient d'une part, par l'organisation d'un modèle organisationnel et de coordination du service de néphrologie, et d'autre part par la conception d'un outil d'accompagnement du patient. Très concrètement, si on rentre dans les détails de ces solutions, la première solution, qui est donc la solution organisationnelle, vient de l'analyse des besoins. On part justement, comme le disait Nadège, justement du terrain, par la compréhension de ce qui se passe actuellement dans le parcours. Et l'analyse des besoins, l'analyse terrain, a fait remonter un manque de coordination du parcours, c'est-à-dire qui fait quoi et quand, pourquoi, à quel moment. Un petit peu un flou à ce niveau-là. Nous, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu structurer l'arrivée d'un nouvel acteur qu'on a appelé infirmière de coordination, IDEC. L'IDEC, c'est vraiment la chef d'orchestre désormais du parcours. C'est l'interlocutrice unique pour le patient. Nous, on a défini ces missions et puis au-delà de son intégration, on est vraiment allé retravailler la structuration inhérente à l'arrivée d'un nouvel acteur. Ça, c'était pour la solution organisationnelle. Si on s'intéresse maintenant à la solution plutôt matérielle, l'analyse des besoins, encore une fois, a fait remonter un manque de visibilité pour le patient sur son parcours. Quelles sont mes prochaines étapes? Par quelles étapes je vais passer? Et donc nous, on est venu concevoir un support d'information et de communication du patient et du professionnel de santé. C'est un support qu'on a conçu comme quelque chose qui vient engager la discussion entre le professionnel de santé et le patient, et également entre le patient et sa famille. Et aussi, ce support permet entre autres de rendre le patient vraiment acteur de ses soins, acteur de sa prise en charge. Tout professionnel du service peut être amené à l'utiliser. Donc l'enjeu était aussi de pouvoir homogénéiser les pratiques côté professionnel de santé. Et pour arriver à ces solutions, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse par quelles étapes on est passé pour les concevoir et pour pouvoir les livrer. Nadège, je vous présentais à l'instant les 3 grandes étapes du design thinking que je vais maintenant vous illustrer à travers le projet des HCL. La première étape a été celle de comprendre, de faire un état des lieux, c'est-à-dire l'analyse des besoins. Pour ça, on a fait des entretiens, plusieurs entretiens professionnels, patients, aidants, qu'on a couplés aussi à des immersions dans les services. L'objectif, c'était de pouvoir comprendre ce qui se passait, de pouvoir se mettre dans la peau, dans les baskets des usagers. De cette analyse des besoins, 2 grandes problématiques sont ressorties, comme la compréhension et la coordination du parcours. Sur la deuxième vignette que vous voyez à l'écran, on a passé par la phase de l'idéation. Donc là, on est vraiment allé co-construire
co-concevoir des solutions avec toutes les parties prenantes, tous les acteurs du parcours, patients, aidants, professionnels de santé. On a mis tout le monde autour de la table et on a réfléchi ensemble à des solutions dans toujours l'objectif de prendre en compte les enjeux et les contraintes des HCL. Par exemple, on est allé dans le détail pour l'IDEC, l'infirmière de coordination. Est-ce qu'il fallait plutôt une infirmière avec plus des compétences médicales ou bien plutôt une secrétaire avec un côté administratif? Et par exemple, sur l'outil de communication et d'interaction, on a travaillé finement sur la représentation visuelle des reins, mais également on s'est posé la question, est-ce que ça va plutôt être un outil numérique ou un outil papier? Et en fait, il n'y avait que les usagers qui pouvaient nous dire ce qui correspondait le mieux à leurs besoins et à leurs enjeux. Et la dernière phase, c'est celle du prototypage. Le prototypage et la mise en œuvre consistent entre autres à faire des tests. Donc nous, on est venu tester avec les HCL le poste de l'IDEC. Donc une vraie infirmière, entre guillemets, est venue prendre le poste de l'IDEC. On l'a testé pendant 3 mois. Et ensuite, on est venu ajuster ses missions et optimiser sa fiche de poste. Et puis côté support d'information, on l'a également testé côté patient, côté professionnel. Et puis on est venu ensuite l'affiner, l'optimiser pour le service de néphrologie. On a récemment livré le projet début mai. Et aujourd'hui, l'IDEC est réellement en poste dans le service de néphrologie et l'outil est aussi réellement utilisé à des consultations clés qu'on a identifiées avec les usagers. Ce projet a été mené sur 8 à 9 mois. En tout, on a rencontré environ une 50aine de personnes. Et puis le COPIL, dont Aziz et Fitsoum, vous faisiez partie, le COPIL a mobilisé environ tous les 2 mois dans l'objectif que l'ensemble des parties prenantes puissent apporter leur pierre à l'édifice de ce projet et puissent vraiment co-construire ces solutions. Je te remercie, Briagel, pour l'explication du coup de ta vision de chargée de projet. Je serais curieuse maintenant d'avoir le retour d'Aziz et Fitsoum. Non, Aziz, vous voulez y aller? Peut-être dans un premier temps, vous, en tant que patient et professionnel, quels apports, quels bénéfices vous voyez avec ce projet, tant côté patient que côté professionnel? Alors, en tout cas, merci. Moi, j'ai été très content déjà, il faut le dire, de participer à ce projet. Ce que j'ai trouvé bien côté patient, c'est le support. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez celui qui est à droite. Ça permet aux patients notamment de créer une relation avec le soignant. Je dis le soignant, c'est plutôt le néphrologue, même peut-être l'IDEC tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir un document qui nous permette de communiquer l'un et l'autre. Mais pas que. Si vous avez la chance de voir le document, c'est un super document quand même, il y a l'origine de la maladie et il y a le parcours, l'évolution de la maladie. Donc ça permet aux patients déjà de suivre, savoir d'où il vient, quelle est sa pathologie d'origine, d'en discuter avec le médecin, éventuellement sur la feuille d'avoir des choses écrites pour qu'il puisse lui-même s'accaparer et comprendre ce qu'il a et vraiment de pouvoir aussi échanger avec le médecin, mais aussi avec sa famille. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était la visibilité de la pathologie, savoir qu'il a une pathologie qui peut être évolutive et qu'en fonction de son observance ou pas, son évolution sera plus ou moins grave. Donc là, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant d'avoir une vision. Je peux en parler, pour avoir vécu cette pathologie il y a quelques années, je ne savais pas où j'allais, donc beaucoup d'angoisse. Là, on peut se préparer. Et le dernier point enfin, c'était le fait d'avoir une visibilité sur le long terme de la pathologie permet peut-être d'être plus observant et de reprendre ce qu'a dit Briagel concernant être acteur de ses soins. Quand on a un support, on sait d'où on vient, on sait où on va, ça peut permettre justement, c'est pas que ça peut permettre, c'est réellement on devient acteur et la relation de soins. Voilà ce que je peux dire dessus. Dernier point, puis après je passe le micro, parce que je sais que je suis bavard, c'est l'IDEC. En tant que patient, c'est extrêmement important d'avoir une personne référente. Moi, là, quand j'arrive à l'hôpital la première fois, je ne sais pas qui est qui fait quoi, où est-ce que je vais, pourquoi on me demande de faire ça, et j'ai besoin d'avoir un numéro de téléphone et un prénom. Si elle s'appelle Patricia ou Jacqueline, j'appellerai Jacqueline tous les jours, en disant Jacqueline, j'ai pas compris cette ordonnance, est-ce que mon ordonnance va, ainsi de suite. D'où l'importance de cette idée, et je suis très content d'avoir vu la mise en place de cette idée au pavillon P de néphrologie. Côté médecin, alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors c'est déjà apprendre à mieux se connaître, mais se connaître entre
professionnels différents d'une même équipe, et également mieux connaître et comprendre nos patients et leurs demandes. Ça, c'est encore une posture différente. Le deuxième bénéfice que j'ai trouvé dans cet exercice, c'est qu'on était nombreux à pouvoir exprimer les idées de chacun. Donc on n'était pas dans le oui mais, une seule voix qui dit ce qu'il faut faire, mais les idées de tous étaient écoutées et on était dans le oui et. Donc ça, c'est une posture d'horizontalité qu'on n'a pas souvent dans nos équipes quand on travaille en équipe. Et donc, du coup, derrière, ce travail en intelligence collective est vraiment un vecteur de qualité de vie au travail parce que ça motive les équipes pour travailler. Donc, c'est un vecteur d'engagement et puis un vecteur de promotion du travail en équipe. Et puis, côté patient, c'est un vecteur d'adhésion aux nouvelles propositions qu'on fait, puisqu'on a travaillé avec eux pour ces solutions-là. Et donc, on le disait, ce projet il a été mené avec les méthodes du design, les méthodes de l'intelligence collective. Qu'est-ce que vous retenez après avoir expérimenté ces méthodes-là ? Moi, ce que je retiens de la méthode, c'est que c'est vraiment une méthode qui est propice à l'échange. Alors, ça a été dit un petit peu avant, c'est qu'il n'y avait pas de médecins, infirmières, soignants, aides-soignantes. On était tous au même niveau et la parole de chacun était importante. Et c'est grâce à ça qu'on a pu construire. Alors, bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça, il faut un peu de temps. Mais vraiment, ce que je retiens de la méthode, c'est cette facilité d'échange. On est tous au même niveau, ça a été dit déjà. Et en même temps, des fois, on n'était pas d'accord. Ça arrive, hein. Parce que moi, ma vision, ce n'était pas la vision du soignant, et les soignants ne pouvaient pas m'imposer une vision, parce que j'ai un caractère fort, vous avez peut-être remarqué. Mais on a pu confronter nos points de vue, confronter nos idées, pour au final arriver à un consensus qui plaît à tout le monde. Voilà. Alors, moi, ce que je retiendrai effectivement, c'est l'idée de la confrontation de plusieurs idées pour trouver la meilleure solution qui finalement n'est peut-être pas celle que chacun individuellement aurait imaginée. Et donc du coup, on est un peu dans l'innovation. Ça, c'est un vecteur vraiment d'innovation. Ça nous fait sortir de nos schémas de pensée habituels également et du coup faire sortir notre part de créativité parce que quand on est dans les idéations de solutions, on est un peu dans des parts de rêve. Des fois, on émet des idées qu'on se dit c'est peut-être pas possible et puis finalement on se dit mais pourquoi pas. Donc du coup, ça nous fait sortir de ce schéma de pensée habituel et puis on est toujours quand même dans le souci de est-ce qu'on répond bien aux besoins initiaux et qu'est-ce qu'on en fait, à quel usage on répond. Et donc du coup, on sait que la solution qui sera trouvée, c'est celle qui sera la meilleure, en tout cas celle qui répond aux besoins qu'on a identifiés. Moi, je voulais ajouter quelque chose, c'est que en tant que patient, quand on est patient et qu'on rentre dans les hôpitaux ou qu'on rencontre des médecins, on a une vision, une représentation des médecins qui est, alors peut-être pas faussée, mais en tout cas on a notre propre vision. Le fait de travailler avec des soignants, je dis médecins, mais vous voyez plutôt des soignants en général, on se rend compte qu'ils ont aussi des problématiques. Et que moi, en tant que patient maintenant, encore une fois, je ne suis pas institutionnalisé, hein, je ne suis pas un soignant et je ne serai jamais un soignant, mais j'ai un regard plus bienveillant vers les soignants par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Et l'idée, c'est vraiment un échange entre patient, la vision du patient, la vision du soignant au sens large, qui permet justement de trouver une solution qui marche. Voilà ce que... Et puis, vous m'avez aussi beaucoup parlé dans nos préparations du changement de posture aujourd'hui où Aziz, si tu n'es pas dans une réunion, on se dit mais où est Aziz ? Non, mais faut pas exagérer, mais il y a un peu de... Non, mais c'est vrai que travailler, alors assez sollicité, pour pas dire beaucoup sollicité, mais c'est vrai que cette vision, l'expérience patient, et je dirais même l'expérience soignant, c'est l'ensemble de ces expériences qui va nous permettre de faire le parcours de soins du patient plus tard. Évidemment, parce que si on se retourne, on dit, on va écouter ce que dit le patient dit des conneries aussi, hein, c'est un peu comme tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment important de collaborer ensemble et de se dire, on est là pour travailler ensemble, de faire avancer le schmilblick, j'aime bien dire ça, mais c'est quelque chose de très important et moi j'apprécie. Et peut-être si vous aviez du coup un ou deux conseils, s'il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans des projets de partenariat, patients, professionnels. Alors d'abord, établir une relation de confiance. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître, et apprendre à se connaître, ça prend du temps. On ne décide pas du jour au lendemain d'associer des patients à des projets. Si vous n'avez pas une bonne relation, alors la bonne relation, encore une fois,
elle s'établit. Donc il faut tout doucement, souvent on commence par des témoignages de patients, puis après on les associe à des petits projets et tout doucement ils rentrent dans le groupe de travail et après on se retrouve avec plusieurs soignants et même on rigole ensemble. Je ne sais pas si vous êtes arrivé au début, mais avec les soignants on rigolait quand même pas mal parce qu'on commence à se connaître et il y a plus, on a plus de filtre, on peut se dire les choses de façon directe sans ni blesser ni vexer, mais on a un vrai échange. Moi, ce que je rajouterais, effectivement, j'insisterai sur la partie confiance mutuelle, et ça, c'est vraiment la part importante. Et puis, une relation sincère avec le partage de valeurs communes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le patient comme un faire-valoir, c'est qu'on est capable d'écouter, mais on est capable aussi de se dire quand on n'est pas d'accord. Et ça, c'est vraiment important également, que ce soit un patient qui soit capable de lui dire qu'il n'est pas d'accord. C'est pas juste pour quelqu'un pour dire on a coché une case. Et puis derrière, quand même, de notre côté, il faut avoir une posture, une vraie posture d'écoute empathique. C'est pas dire je suis empathique, mais en fait, je pense que ça se développe et il faut avoir des formations pour ça, parce que c'est une posture, enfin, il y a du savoir-être et des postures visible qu'il faut avoir, quitte à avoir des storytelling ou des groupes de formation, mais en tout cas, il faut vraiment une vraie volonté, une incarnation de quelqu'un, en tout cas du leader qui voudrait commencer cette expérience. Merci à tous les deux pour ce retour. Un truc à ajouter? Non, c'est bon? Non. Parce que sinon, on ne va pas arrêter. On entend du coup dans votre binôme tout l'intérêt de la collaboration. C'est quelque chose auquel on croit très fort à Osiris. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut diffuser encore plus ces méthodes du design, de l'intelligence collective et comment accompagner en fait au fur et à mesure le changement de culture dans les structures, le changement de pratique. Et pour ça, on a développé depuis 4 ans maintenant des programmes de formation action qui nous permettent d'accompagner des établissements de santé, sanitaires, médico-sociaux, des laboratoires, des mutuelles qui veulent travailler en collaboration, en partenariat patient-professionnel et avec ces méthodes du design et de l'intelligence collective. Donc avant d'entendre votre retour d'expérience, Nathalie, peut-être quelques mots sur ces formations pour vous poser un petit peu le contexte. À Osiris, on propose différentes formations, certaines plutôt pour impulser une dynamique expérience patient dans les structures, quelles qu'elles soient, avec des formats plutôt de sensibilisation à ce sujet de l'expérience du partenariat patient pour passer un premier pas. Des formats qui ont plutôt vocation à eux passer à l'action avec par exemple un cas d'usage d'un parcours patient concret et on va travailler avec un ou plusieurs services à se dire quelles sont les problématiques, quels outils on peut utiliser pour essayer de les résoudre, quelles solutions on peut mettre en place. Vraiment davantage un passage à l'action, Et puis des formations qui ont aussi plus pour but de structurer des démarches d'établissement sur le sujet de l'expérience patient. Se dire, OK, à plus 3 ans, plus 5 ans, où est-ce qu'on veut aller? Quels outils on a pour structurer tout ça? Et puis quels sont les axes stratégiques, le plan d'action qu'on veut développer. Donc ça, plutôt côté expérience patient, même si tout est lié. Et puis on a des formations qui ont plutôt vocation à accompagner des équipes, à porter des démarches, des projets d'innovation avec toutes ces méthodes dont on vient de vous parler. Donc des formations en établissement pour s'approprier, encore une fois, le design, l'intelligence collective, des outils pratico-pratiques pour agir à son échelle. Et puis on a aussi une formation qui s'appelle le programme Ozon, auquel Aziz Fitoum, vous avez participé, qui lui est un programme interstructure, donc annuel, on en est à la 4e promotion, qui a pour but, pendant 4 à 6 journées, d'accompagner des porteurs de projets qui veulent eux aussi agir, se former à ces méthodes. Et donc c'est un groupe de 20 acteurs engagés tous les ans qui se forment sur ces méthodes pour agir au quotidien. Nathalie, du coup, vous avez, vous, pour but de déployer ce sujet de l'expérience patient à l'Institut Mutualiste Montsouris, de pouvoir sensibiliser, outiller aux professionnels. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus pourquoi ce sujet, qu'est-ce qui vous intéresse et quel est votre objectif? Et j'arrive. Voilà.
Alors, nous, pour l'expérience patient, vous m'avez demandé donc d'expliquer rapidement pourquoi on a déployé l'expérience patient. Alors, ça fait très longtemps qu'on y croit. On a commencé on a monté un comité de pilotage en juin 2018. Donc, vous faites le calcul, ça fait presque 5 ans. Alors, il y a eu l'effet Covid. Pendant 2 ans, on n'a pas beaucoup fait d'expérience patient. Mais on a été très tôt dans ce comité de pilotage qui est interprofessionnel, très tôt persuadé que c'était ni une mode, ni un nouveau concept, qui allait très vite passer aux oubliettes, et qu'il fallait compter avec ce nouveau concept. On a aussi très tôt été persuadé que l'efficacité de nos process, de nos nouvelles organisations, de nos supports, bref, de nos idées, devait passer par le filtre de la collaboration et de la co-construction avec les patients. Mais on en était quand même au niveau du concept. Là, on n'avait pas encore fait grand-chose. Alors il y a une phrase que je voudrais vous lire parce qu'on en a fait notre mantra. Elle n'est pas de moi, donc je peux la citer sans problème. Elle est d'une Canadienne, donc et qui dit: qu'arriverait-il si l'amélioration de la qualité et le changement organisationnel étaient guidés par l'expérience des patients? Et c'est une phrase que je répète très très souvent à qui veut bien l'entendre dans mon établissement, et quelle que soit la nature du projet, parce que finalement que le projet soit tout petit, juste un questionnaire pour aller sensibiliser, rechercher l'avis des patients, ou au contraire une rencontre avec un groupe de patients, ou au contraire un projet beaucoup plus ambitieux, c'est une phrase qui peut se déployer et s'utiliser et convaincre les acteurs. J'y reviendrai peut-être en conclusion. Et puis on a fait avec Osiris, alors là vous voyez l'affiche, mais on l'a dressé, on a fait un kakémono pour expliquer ce que c'était l'expérience patient, et c'est un kakémono qui est dans le hall de l'IMM. Donc au moins quand les patients attendent dans le hall de l'IMM, j'ai l'espoir qu'ils lisent notre kakémono. Alors plus sérieusement peut-être sur la formation. Oui, parce que du coup on a sur ce sujet du déploiement de l'expérience patient, on fait plusieurs formations ensemble. Voilà. Je vous laisse nous en dire plus. Alors au départ, donc nous on n'est pas parti d'un projet institutionnel comme ça a été le cas aux HCL. Donc l'idée c'était comment on sensibilise une communauté d'environ 1500-1600 professionnels, alors qu'on n'a pas encore déployé un cas pilote dans un service. Donc on est passé par la voie assez classique de et si on faisait un groupe de formation. Donc la première année, en 2021 et 2022, pardon pour le micro, on a monté un groupe pilote de cadres et de médecins. Donc on a eu des chirurgiens, il y en a même un sur la photo, qui sont venus tester le programme initial qu'on a monté avec Osiris sous 2 jours. Donc là, l'idée, c'est pour ce groupe pilote de se former au design thinking, de se tester à la méthode. Et le cas d'usage qu'on avait choisi, c'était un parcours en cardiologie. Mais c'était un parcours type, alors que les professionnels qui étaient autour de la table venaient d'à peu près tous les services de l'IMM. Mais il nous fallait quand même un cas d'usage. Nous n'avions pas encore intégré un patient dans cette formation. Je tiens à le dire, on était encore entre nous finalement. Et puis à l'issue de cette formation qui a remporté du succès, comme beaucoup, ces formations très design, très agiles, avec des jeux de rôle, enfin je veux dire avec de côté ludique. À la fin de la formation, je crois que c'était la slide suivante, l'un des cadres, et je vous l'ai mis en support, a dit je suis sortie de la première formation en me disant c'est bon, j'ai rêvé, et maintenant qu'est-ce que je peux vraiment faire sur le terrain. Donc là, on s'est retrouvés de manière assez classique, comme beaucoup de formations, beaucoup de créations, beaucoup d'idées, et puis chacun retourne dans son service avec les contraintes habituelles du quotidien. Donc là, je me suis dit ça va pas le faire. On va continuer notre programme, et on a monté sur 2022 une 3e journée avec Osiris, avec le même groupe de travail. Et là, il y avait une consigne très claire qui avait été donnée aux participants, c'est venez avec un cas d'usage de votre service, de votre situation. Que ce soit un petit cas d'usage ou un plus gros projet, peu importe la taille, c'est votre service. Alors l'expérience nous a montré qu'il y a quelques personnes qui sont venus avec des cas d'usage très locaux, j'allais dire, vraiment, d'ailleurs plutôt des soignants, des infirmiers. Les cadres de santé qui y participaient sont venus avec des cas d'usage institutionnels. Et refaire la signalétique de l'IMM. Oui, mais c'était pas la commande. Donc du coup, on est rentré en difficulté pour essayer de leur faire vivre ce que pouvait être l'expérience patient, le design thinking, puisqu'on était un peu éloigné d'un cas d'usage. Donc à l'issue de cette 3e journée, on s'est dit, on ne baisse pas les bras, on va essayer une autre forme de formation. Et là, on a changé notre modèle, donc c'est 2023. On a fait donc, toujours avec Osiris,
on a fait un projet sur des demi-journées. Là, l'idée, c'était de monter 4 demi-journées pour inviter les professionnels sur une demi-journée, donc avec un parcours autour de l'intelligence collective et du design thinking, mais sous une forme rapide, évidemment, en une demi-journée. Donc là, c'était aussi ouvert à tout le monde, les médecins, les secrétaires, les cadres. Enfin, donc on a 2 demi-journées. Le programme était très alléchant et on a rencontré une difficulté, c'est qu'on a pu remplir que 2 groupes. C'est pas possible, j'avais fait des tas d'outils de communication, j'avais envoyé des tas de mails à tout le monde. Pour constituer nos 2 groupes, ça a été le bouche à oreille et l'appel direct. Quand on a appelé directement des médecins, on dit ah oui, c'est vrai, ouais, je peux me rendre disponible, allez, ok, donne-moi les dates, je viendrai. Donc, comme on n'a fait que 2 groupes, eh ben, en septembre-octobre, on va refaire nos 2 autres groupes et je pense que si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien puisque les premiers qui sont passés en avril, le 5 et 13 avril, étaient ravis. Je veux dire, on va continuer ces méthodes d'acculturation sur plusieurs années pour essayer de toucher au maximum de gens et ce d'autant qu'avec nos turnover de professionnels dans nos établissements, je veux dire, il y a du boulot pour Osiris pendant quelques années. Voilà. Le retour sur investissement, je vous en ai parlé, il faut faire du porte-à-porte parce que c'est un sujet qui ne parle pas suffisamment. Vous proposez à des gens de faire une formation sur la gestion du stress, vous la remplissez sans problème. Mais le design thinking et l'expérience patient, c'est pas suffisamment encore connu pour que naturellement les gens s'inscrivent spontanément. Donc faites du porte-à-porte, ça marche beaucoup mieux. Encore aussi un résultat de cette formation, c'est qu'il faut continuer à former pour acculturer, parce que mon idée après, c'est de pouvoir aller rencontrer dans des réunions au détour de l'IMM, en buvant un café, des gens qui ont été formés et de leur dire, vous avez été formés en avril, vous avez été formés en septembre 2023, et si vous aviez un petit projet. Moi, je suis comme Aziz, j'ose tout, donc... Et en général, ça marche plutôt bien. Et je sens une évolution de la culture interne de l'établissement, là où il y a quelques années, il y avait de fortes réticences. Quand on parlait de l'expérience patient, on m'avait même dit, mais Nathalie, quand je prends l'avion, je ne demande pas à être dans la tour de contrôle. Bon, d'accord, c'était une forte réticence. Aujourd'hui, c'est des genres de formules que je n'ai plus. Les gens sont les médecins, sont les ouais, on veut y aller, on veut faire du patient, on veut faire du partenariat, mais ce qui leur manque, c'est le temps et les méthodes. Je continue ou on continue ? Allez, on continue. Donc la suite, c'est monter des démarches, je vous l'ai dit. Et puis il y a quelque chose qui fonctionne bien, que j'ai testé tout récemment. On a créé une adresse email patient partenaire, et là les patients répondent. Ils la voient sur notre site et ils nous disent j'ai vu ça, ça m'intéresse, je suis patient formé. C'est pas forcément des patients de l'IMM, donc ça nous pose des questions de comment on va intégrer des patients qui ne sont pas des patients de l'IMM mais qui ont été formés, quel intérêt ça pourrait représenter pour nous. Et donc il y a des patients qui nous envoient régulièrement des mails et qu'on va essayer d'intégrer progressivement avec une méthodologie qu'on a bien sûr écrite comme patient partenaire et qu'on va proposer progressivement aux équipes, bien sûr pour ne pas heurter, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par les collègues de Lyon tout à l'heure. Voilà. Et peut-être en complément, je sais qu'on en a discuté pareil en préparation, que l'un de vos enjeux était aussi de pouvoir former vos équipes à vos côtés, et notamment une des responsables qualité, tout à fait. Notamment via Ozon. Est-ce que vous en Alors du coup, l'idée c'est que, vous avez vu, moi j'ai une direction qui est assez large, donc l'expérience patient on en fait tous les jours, mais pas 12 heures par jour, il n'y a pas de poste dédié complètement à l'expérience patient, donc j'essaie que dans mon équipe qualité, tout le monde soit en capacité de porter des messages. Ça marche bien avec mes responsables d'assurance qualité, et cette année, une de mes responsables d'assurance qualité est en cours de formation dans le programme Ozon pour pouvoir ensuite déployer de manière plus aisée le programme, les enjeux du design thinking dans l'établissement. Et si vous aviez un dernier conseil, s'il y a des personnes qui ont envie, comme vous, de se lancer pour déployer tous ces sujets-là alors moi, n'hésitez pas. Non, c'est pas le contraire de ce qu'a dit Aziz, mais c'est que je pense qu'il faut y aller. Vraiment, ce mantra de l'expérience patient, on le peut mettre à toutes les sauces, est vrai. Évidemment, ça dépend des contextes des établissements. Vous ne rentrez pas avec l'expérience patient dans un contexte difficile dans un service, ou quand il y a des problèmes, ou quand il n'y a pas de cadre, ou quand il y a des problèmes de chefferie de service, évidemment. Mais c'est la même manière, vous ne mettrez pas de la gestion de projet dans un service qui est en difficulté. Mais dans les autres services, il faut y aller. Il faut écouter, il y a des petits bruits, il y a les médecins qui disent tiens, j'aimerais bien tester mon parcours ta vie.
donc en cardiologie structurelle. Ok, allez, on fait un livret. Ok, on fait un questionnaire. On va envoyer, là, dans les jours qui viennent, un questionnaire à des patients qui ont été pris en charge pour un TAVI et on va probablement organiser un focus group. On a organisé un focus group avec des patients opérés en bariatrique. Ça a été génial. On a eu 14 patients qui sont venus spontanément. On a fait des séances. On va organiser un focus group pour évaluer avec des patients une unité de rhumato qui est toute récente, un hôpital de jour de rhumato qui est tout récent. Donc franchement, l'expérience patient, vous pouvez la mettre à toutes les sauces. Et les patients sont volontaires. Alors bien sûr, il y a des problèmes de méthodologie. Hein, on l'a dit, il faut se documenter, il faut tester, et c'est pas une baguette magique. Mais le principe, lui, il peut être utilisé vraiment tout le temps. Merci à tous les trois pour ces retours d'expérience. Briagel, peut-être en conclusion, toi qui étais le lien entre ces trois intervenants, puisque tu étais et chargée du projet HCL et formatrice à l'IEM. De la même manière, si tu as un conseil quand on mène ce type de projet ou ce démarche, lequel ce serait ? Je pense que le conseil numéro 1, ce serait en tant que chargé de projet de faire preuve de pédagogie. En fait, quand on arrive dans des établissements, il faut se dire que les professionnels de santé ne connaissent pas la méthode du design thinking. Ils ont peut-être entendu parler d'intelligence collective, mais peut-être qu'ils ne l'ont jamais appliquée. Donc en fait, il faut être dans une posture de vraiment pédagogue, faire de la pédagogie. Ça va prendre du temps, mais en fait, par exemple pour le projet avec les HCL, les 2 premiers mois du projet, pour les copiles, c'était vraiment de la pédagogie. On répétait à quoi ça consiste. Il faut prouver en fait la valeur ajoutée de pourquoi on utilise cette méthode. Et une fois que les professionnels de santé et les agents en fait ont compris l'intérêt, la valeur ajoutée, en fait ça devient quelque chose d'ancré dans leur pratique et quelque chose d'usuel en fait pour tous les copiles et pour les formations actions. Je te remercie Briagel, merci à tous les 4 pour vos témoignages. Je serais curieuse qu'on puisse prendre les questions. S'il y en a dans la salle, n'hésitez pas, on a gardé ce temps-là exprès. Libre à vous. S'il n'y en a pas, moi j'en ai plein. Bonjour, Nathalie Akogut, je suis designer dans le domaine de la santé. Pas design thinking, plutôt produit dur, quoi, on va dire. J'avais une petite question, surtout pour vous au service santé. Combien de temps, en général, prend un projet du début jusqu'à l'application des solutions que vous avez trouvées? Et si vous avez déjà rencontré des situations où la solution ne peut pas être appliquée? Je dirais qu'il y a plein de temporalités possibles qui dépendent de beaucoup de paramètres. Le premier, évidemment, c'est l'engagement sur le terrain. Il faut pouvoir, pour ces démarches, réunir des professionnels, des patients. Nathalie en parlait, c'est pas toujours chose facile. Donc, il y a la question du temps qui rentre en compte forcément, la question des financements aussi, évidemment. Tout va dépendre si on a tout un financement d'un coup, en plusieurs fois, etc. Donc, un projet, ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre 2 ans et demi. Vraiment, c'est hyper variable. J'ai pas d'échelle de temps. Comment ? Plus court. Et plus court encore, ça arrive. Je dirais que dans ces cas-là, on va faire un peu ce qu'on appelle du sprint design, du design accéléré, et où parfois les équipes vont arriver avec des pistes de solutions qu'on va très très vite crash tester auprès des usagers. Donc ça arrive, c'est pas monnaie courante. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans les personnes présentes ? Et du coup, je m'appelle Oli, j'étudie du design et l'innovation durable. Et en fait, je voulais savoir comment on peut se sentir légitime au sein d'un espace du coup de santé qui n'est pas du tout un sujet qu'on connaît en tant que designer. Mais du coup, comment on peut se sentir légitime dans cette vie ? Merci. Du coup, je vais répondre aussi en tant que designer, mais promis, je ne peux pas mobiliser la parole. Mais je dirais que c'est tout le sujet de l'intelligence collective, en fait. Moi, j'ai mon expertise de designer. Briagel a son expertise, par exemple, en politique de santé publique. Dans l'équipe, déjà, on est une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs, des designers, etc. Et puis, en fait, nous, on est là pour pouvoir mener le projet avec ces méthodes-là, mais on n'est pas là pour avoir l'expertise des professionnels de santé, l'expertise des patients, des directions, etc.
Donc en fait, on s'appuie très concrètement sur tout l'écosystème qu'on va avoir autour de nous dans un projet. Évidemment, qu'on se forme au fur et à mesure, qu'on devient un petit peu nous aussi experts de certains sujets. Mais on n'a jamais vocation à être expert d'une pathologie ou d'une thématique. On est là pour tirer les fils et pour jouer tout notre rôle de designer et d'utiliser toute l'intelligence collective qu'on mobilise. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai discuté avec Iris, et elle me dit je suis ingénieur et je fais ça, je disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans la santé, moi en tant que médecin. C'était un peu ça ma réaction initiale, mais en fait c'est une richesse. Et là je pense que l'hôpital qui s'ouvre justement à d'autres compétences et cette confrontation de compétences différentes, c'est ça qui fait l'innovation justement et qui peut nous enrichir nous qui sommes dans le nez dans le guidon, qui sommes dans la petite relation et nos connaissances, on va dire, scientifiques, et un autre point de vue et une autre méthodologie qui nous permet de voir les choses différemment. Et c'est ça la richesse, je trouve. Merci Fitum. Et n'hésitez pas à compléter ici. Nathalie ? Je voulais juste vous dire que pour la deuxième session, on a fait participer des patients. Et je crois que ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Voilà, donc, et ce sera pareil pour la prochaine fois. Et j'avais remarqué que Osiris utilisait des méthodes pédagogiques, les gens s'appelaient par leur prénom, ne savaient pas leur fonction, enfin bref, ils n'étaient pas en blouse blanche, ils étaient en civil, donc on ne reconnaît plus personne, et donc c'est génial. Alors, il y a 2 questions. Ah, une au fond, et c'était... Bonjour. Tout à l'heure, vous évoquiez de pouvoir mettre l'expérience patient à toutes les sauces. Moi, j'ai une question sur le repérage et ensuite, comment on calibre cet engagement du patient? C'est-à-dire qu'on peut le repérer dans des services, ok. On peut le faire intervenir dans un staff, pourquoi pas. Mais après, comment on prolonge ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous avez calibré ça en fonction d'un degré de participation et d'engagement, c'est-à-dire un certain niveau d'engagement et de participation? Comment vous apportez le cadre auprès de ce patient que vous repérez? Alors, c'est une excellente question et je vous dirais que de mon expérience, nous on est parti en 2018, quand on a monté le comité de pilotage expérience patient, personne n'y connaissait rien. Donc la première démarche, c'est qu'on s'est renseigné, donc on est allé lire ce qu'on trouvait sur Internet et chez les Canadiens principalement. Et on a fait un premier temps d'acculturation et on a écrit ce qu'on a appelé un livre blanc d'expérience patient. Donc on a en fait prototypé 3 types de positions du patient. Alors des trucs très classiques, tout le monde a fait ça, donc je ne vous livre pas un secret. Première position, c'est le patient acteur de ses soins. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut intégrer l'expérience patient pour le patient acteur de ses soins? Donc ça peut prendre plusieurs méthodes d'association, d'éducation thérapeutique innovante, etc., etc. Deuxième type de positionnement, le patient père aidant, acteur des soins d'autres. Donc là, on commence à toucher des difficultés méthodologiques un petit peu plus importantes parce que, évidemment, c'est pas, comme l'a dit Aziz, parce qu'on est patient porteur d'une maladie chronique qu'on sait être patient expert ou patient père aidant. Et la troisième position, c'est le patient citoyen, c'est-à-dire le patient qui intervient soit dans des comités ad hoc pour des projets institutionnels. Donc par exemple, on va démarrer avec Osiris très prochainement une refonte de ce qu'on appelle nous notre passeport ambulatoire. Donc on va réfléchir à l'information qu'on apporte aux patients aujourd'hui à travers un document qui est un peu indigeste et on va travailler avec des patients. Donc typiquement, les patients vont venir travailler avec nous sur 3, 4, 5, 6 séances, ça ne durera pas 6 mois, je le dis tout de suite. Voilà. Et le deuxième axe de ce patient citoyen, et moi j'y crois beaucoup, pour l'instant on ne l'a pas encore fait, c'est le patient au cœur des écosystèmes des services. C'est que je pense vraiment que quand on aura des patients au sein des conseils de service ou des réunions de service au même titre que les autres professionnels engagés pour 1 an, 2 ans de partenariat, à la limite, la direction qualité pourra arrêter de travailler ce sujet-là, si vous voulez. On ne sera plus porteur parce que le patient sera intégré. Mais qu'est-ce que ça renvoie, cette dernière position? C'est qu'à partir du moment où vous proposez d'intégrer des patients experts au sein d'un conseil de service ou d'une démarche participative
type de service, faut-il encore qu'il y ait une démarche participative? Faut-il encore qu'il y ait des réunions habituelles de travail dans les équipes? Et là, vous apercevez, je pense que l'IMM n'est pas une exception, que ce n'est pas forcément des méthodologies qui sont très très bien vécues, même si elles sont très anciennes, parce que là, on peut remonter à plus de 30 ans pour ce genre de conseil. Sur la pérédance, donc j'imagine des formations dédiées qui vont derrière ça. Et derrière ça, est-ce que l'effet c'est de salarier quelqu'un ou parce qu'il y a ce niveau-là à un moment qui se pose, question qui se pose, j'imagine. Sujet difficile. Voilà, je crois savoir, c'est pour ça que je pose la question. Juste, si je peux me permettre, Agnès, pardon. Rapidement, moi, quand j'ai démarré l'engagement, parce que je considère maintenant que je suis presque institutionnalisé, ce qui est dommage, mais au début, il y avait un doute du côté des soignants, mais aussi de mon côté. C'est-à-dire, j'avais envie, j'ai 40 ans d'expérience dans la maladie rénale, mais en vécu. Et je débordais d'énergie, j'avais envie de faire partager comment je vais voir des soignants, m'ont dit, bon, on n'a pas besoin de toi, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Au bout d'un moment, on a discuté, j'ai commencé par apporter mon témoignage en ETP, je rebondis sur ce qui a été dit. Ça se passait bien, on m'a dit, ce serait bien que vous puissiez animer un groupe ETP. Ok, j'ai fait la formation, j'ai animé un groupe ETP, puis après on m'a dit, ce serait bien de faire de la pérédance. Vous voyez, et tout ça, ça se passe dans le temps. C'est pour ça que je parlais de la temporalité, d'une évolution dans le temps. On a appris à se connaître. Tout à l'heure, je parlais apprendre à se connaître et à se comprendre. Et bien, tout doucement, on m'a ouvert la porte de l'hôpital. Maintenant, je participe à beaucoup de groupes de travail où je discute même, j'apporte mon avis sur l'organisation du service néphrologie à Édouard Herriot. Vous imaginez? Voilà. Agnès, en 2 mots, parce oui, que moi je voulais vraiment saluer le travail de Osiris, parce que là, avec les témoignages que l'on a, et pour avoir été cliente avec une patiente conseil salarié grâce au travail que l'on a fait, je voulais saluer votre capacité à vous adapter à la demande de chaque client, chaque organisation, et à faire monter ainsi en exergue cette attente qu'on a tous de pouvoir mieux travailler ensemble. Et je crois que vous avez vraiment un savoir-faire et que le design thinking, vous l'avez vraiment intégré. Et je peux faire l'écho, je suis à la FEAP et récemment j'étais avec une grosse structure qui évoquait une formation que vous avez fait à des directeurs qui étaient plus que frileux et puis en fait qui se sont tous retrouvés très heureux et qui se sont pris au jeu. Donc moi je trouve que vous avez vraiment un témoignage de l'intégration de l'expérience utilisateur, chacun à sa place, alors patient bien sûr, mais dans le monde de la santé, et je vous félicite. Un grand merci Agnès, ça me va droit au cœur. Je vais conclure cette table ronde parce que je sais que d'autres enchaînent ensuite. Un grand merci évidemment à nos intervenants, à vous d'avoir été présents. Et puis en dernier mot, je voulais juste vous dire que si vous avez envie de passer le pas d'après, de vous intéresser à toutes ces méthodes-là, j'en parlais tout à l'heure, mais on a un programme de formation dont l'inscription pour 2024 va bientôt commencer et on produit aussi des ateliers de sensibilisation simplement pour découvrir le design, l'expérience patient. Vous avez ici des QR codes qui sont aussi à la sortie et des listes d'attente papier. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, on serait ravis de pouvoir partager ça avec vous parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, qu'on porte depuis des années et qu'on espère porter encore loin avec vous tous. Et puis on est sur le stand de Village Conseil et Formation avec Iris Roussel qui est la présidente juste là et qui se fera un plaisir avec moi-même Briagel et puis Willow aussi qui est notre chargée de communication au fond de répondre à toutes vos questions. Un grand merci pour votre présence, un grand merci à nos intervenants et puis j'espère à très bientôt sur tous ces sujets qui nous rassemblent.